Histoire mondiale de la France, ouvrage collectif dirigé par Patrick Boucheron, aujourd'hui 1891, Pasteuriser l'Empire, écrit par Guillaume Lachenal, lu par Claire Ingrid Cotenceau. La révolution pasteurienne n'a pas eu lieu, en France métropolitaine du moins. Les découvertes de Louis Pasteur, couronnées en 1885 par la mise au point du vaccin contre la rage, puis en 1888 par la création de l'Institut Pasteur, n'ont eu qu'un effet limité sur les politiques de santé publique hexagonales. La science pasteurienne, en faisant des microbes la clé de la lutte contre les maladies infectieuses, fascina les opinions publiques comme les gouvernants, mais boudée par les médecins et contrariée par la politique parlementaire, elle n'exauça pas les rêves de réforme sociale des hygiénistes. Les pasteuriens, comme on appelle les élèves de Pasteur ou après sa mort les chercheurs formés à l'Institut, ne changèrent pas grand-chose au destin sanitaire de la France. Ce récit, en forme de lamentation, sonne faux pour peu que l'on considère, comme beaucoup de pastoriens de la Troisième République, que la France n'est qu'une province de son vaste empire. Dans les colonies, c'est au contraire une alliance puissante qui se noue entre les médecins pastoriens et l'administration dès la fin du XIXe siècle. Le rêve d'une société transformée par la science médicale y prend corps, en même temps que les laboratoires des pastoriens s'y installent. L'histoire aurait commencé ainsi. En décembre 1890, Louis Pasteur, en son institut, soucieux de servir sa patrie, appelle à lui Albert Calmette, médecin de la marine, microbiologiste, autodidacte et bon connaisseur des tropiques. De retour d'une affectation à Saint-Pierre-et-Miquelon, Calmette passe alors quelques mois à Paris pour se former aux techniques pastoriennes. Louis Pasteur, qui a échangé peu avant avec Eugène Estienne, le sous-secrétaire d'État aux colonies, propose à Calmette de partir en Indochine, créer un laboratoire pour produire des vaccins et étudier la pathologie locale. Pasteur lui demande de réfléchir et de répondre rapidement. Calmette accepte sur le champ. Calmette fait partie de la première génération de convertis. Les enseignements de l'Institut Pasteur attirent alors un bon nombre de médecins du corps de santé des colonies qui vient d'être créé en 1890. La présence des médecins coloniaux arrange l'Institut pour qui ces recrues militaires forment une cohorte de disciples convaincus et zélés. Les médecins sortis de l'école de santé navale de Bordeaux, puis formés à la pathologie exotique par quelques mois de stage à l'école du Pharaon à Marseille, tirent pour leur part profit d'une formation scientifique nouvelle, dispensée à la paillasse et au microscope, aux applications pratiques déjà multiples, du diagnostic à l'industrie. Les médecins du corps de santé colonial et l'Institut Pasteur, de nouveau venus dans le paysage médical français, se retrouvent ainsi à fonctionner en symbiose, dans un contexte où la course aux microbes, qui oppose pastoriens, allemands et britanniques, se déporte vers les terrains africains et asiatiques. En 1883, la mission pastorienne visant à identifier l'agent du choléra était rentrée bredouille d'Alexandrie, doublée dans sa quête par l'Allemand Robert Koch. Arrivé à Saïgon, Albert Calmette installe son laboratoire à côté de l'hôpital militaire. Les tables,
occupent l'essentiel de l'espace, où des génisses, puis des buffles, servent à produire le vaccin antivariolique. Comme Pasteur à Paris, Calmette joue au montreur de microbes, en étudiant au laboratoire les pathologies des patients voisins et en s'intéressant à des produits biologiques, locaux, comme l'opium et l'alcool de riz. Il rationalise leur production en identifiant les micro-organismes impliqués et promet ainsi industrialisation, brevets et monopole aux colons. Il fait de son laboratoire un institut en petit. On fait la queue pour se faire vacciner contre la variole, qui fait encore des ravages à l'époque. Des personnes mordues par des chiens affluent de toute la colonie pour être sauvées de la rage. Les finances se portent bien, le gouverneur est satisfait. Calmette rentre en 1893, emportant dans ses bagages notes et matériels pour poursuivre ses recherches, en particulier sur les venins de serpents. Le laboratoire de Saigon poursuit sur sa lancée modeste, tout en servant de base à des missions de recherche qui rayonnent dans la région, dont celle d'Alexandre Yersin, qui découvre en 1894 à Hong Kong le bacille de la peste. Il devient officiellement, en 1904, l'Institut Pasteur de Saigon, une manière de formaliser son statut de filiale de Paris et d'affirmer son autonomie par rapport au gouvernement local. Le scénario va se répéter dans la plupart des colonies. Un envoyé de la maison mère débarque et met en place un laboratoire destiné d'abord à la production de vaccins. Après quelques années de rodage, de mondanité et de recherche menées sous la houlette des patrons parisiens, le laboratoire, qui a su se rendre indispensable à l'administration locale, devient Institut Pasteur. À la fin des années 1930, les pasteuriens sont ainsi installés à Tananarive, Brazzaville, Dakar, Alger, Tunis, Tanger, Casablanca, Hanoï, Nha Trang ou Nouméa, et sont même réclamés par des nations étrangères en Iran et en Grèce. Le soleil ne se couche jamais sur les instituts Pasteur d'outre-mer. Les disciples de Pasteur ne cachent pas leur fierté de participer à l'œuvre coloniale. Vaccins, bouillons de culture, sérums et moustiquaires sont des outils d'empire, instruments stratégiques pour protéger la santé des troupes et des colons. Ils servent aussi à la conquête des âmes et des cœurs. Ils ont rendu l'œuvre de colonisation, écrit Calmette en 1905, éminemment humanitaire et civilisatrice. Depuis les postes qu'ils occupent au sein des services de santé, les pasteuriens orchestrent la réponse coloniale à la crise de la main-d'œuvre qui entrave la mise en valeur des colonies, en particulier en Afrique. Le docteur Eugène Jarnot, sous-directeur de l'Institut Pasteur de Brazzaville, met ainsi au point une méthode de lutte contre la maladie du sommeil, une maladie parasitaire. Des équipes mobiles vont de village en village, avec microscope et seringue, pour dépister et traiter tous les cas. Une médecine collective et parfois coercitive qui fait passer le statut de la population ou de la race avant tout, mais qui frappe aussi par sa modernité en formant une armada d'infirmiers africains.
Les pastoriens sont ainsi aux avant-postes d'une forme militarisée de médecin social, aux ambitions immenses. Éradiquer les endémies tropicales, assainir l'Afrique, convertir les indigènes à l'hygiène moderne, de gré ou de force. En 1939, au moment de célébrer en grande pompe le cinquantenaire de l'Institut Pasteur, Louis Pasteur-Valéry Radaud, le gendre de Pasteur, assure au président de la République que les instituts Pasteur de notre empire, un et indivisibles, sont là qui veillent et qui continueront à veiller tant que les animeront l'esprit de Pasteur et l'âme de la France. Même s'ils aiment emprunter le vocabulaire de la propagande, les missionnaires pastoriens, comme les appelle Calmette en 1912, ne se limitent pas à ce rôle utilitaire. Leur recherche s'affranchit aussi des impératifs économiques ou des commandes de la maison mère de Paris. Dans l'entre-deux-guerres, Charles Nicolle fait par exemple de l'Institut Pasteur de Tunis un véritable centre dont le dynamisme n'a rien à envier à celui de la métropole. Il reçoit le prix Nobel en 1928 et sera enterré dans son institut. Des figures comme Nicolle, le Tunisien, ou Yersin, qui est nommé directeur de l'Institut de Saigon en 1901, deviennent des emblèmes d'un attachement pastorien aux cultures locales. La confrérie devient cosmopolite. L'Institut de Saigon forme des médecins indo-chinois dès les années 1920 et le cours Pasteur à Paris adoube des sujets coloniaux, même si ceux-ci sont souvent heurtés à des problèmes de hiérarchie raciale. Les disciples, d'autre part, ne se contentent pas de disséminer une théorie qu'un souffle de vérité, disait Pasteur, emporte vers les champs féconds de l'avenir et de l'Empire en l'occurrence. Le mouvement va en effet dans les deux sens, de nombreux parcours se concluent par un retour à la maison. La médecine française se trouve ainsi marquée en retour par les expériences coloniales. Calmette, par exemple, crée peu après son retour l'Institut Pasteur de Lille, depuis lequel il organise un programme de lutte contre la tuberculose en milieu ouvrier, qui restera sans équivalent en France. Comme si Calmette avait aussi ramené dans ses bagages une manière de penser la médecine comme intervention sociale, mais aussi un sens politique certain, l'amenant à financer son programme sans attendre les pouvoirs publics, grâce aux notables et aux philanthropes du Nord. Les colonies, pour Calmette et bien d'autres, furent une école. Là-bas, comme en métropole, la médecine est un investissement dans le capital social. Le plus étonnant est peut-être la manière dont les instituts Pasteur coloniaux eurent une seconde vie après les indépendances, vers 1960. Celle-ci étant même l'occasion de créer de nouveaux instituts en Afrique. Les pastoriens épousent alors le projet gaulliste de la coopération, puis jouent encore les premiers rôles quand apparaissent les nouvelles épidémies de sida, d'Ebola ou de grippe aviaire. Le réseau international des instituts Pasteur se réinvente à la fin des années 1990 comme un outil précieux de surveillance de la santé mondiale. L'histoire coloniale de l'Institut Pasteur est ainsi devenue un lieu de mémoire étrange. Commémorée avec ferveur jusqu'aux années 1960, elle est aujourd'hui passée sous silence poliment ou évoquée avec romantisme à propos des aventures d'un Yersin en Indochine. On n'ose plus dire que Calmette, qui est devenu après sa mort en 1933
un monument national à travers le BCG, vaccin bilier de Calmette et Guérin, était un grand colonial. La santé publique française avait pourtant le goût du large.